Xi Jinping vient de prononcer 5 mots qui ont arrêté le monde. 40 jours de silence calculé. Puis une phrase, une seule, prononcée debout aux côtés du prince héritier d'Abu Dhabi à Pékin. Nous ne devons pas permettre au monde de retourner à la loi de la jungle. Tous les ministères des Affaires étrangères de la planète ont compris immédiatement qu'il ne parlait pas de l'Iran, il parlait de l'Amérique. Et ce que personne n'a encore mesuré pleinement, c'est ce que cette phrase déclenche dans les jours qui suivent. Le récit officiel dit que la Chine observe, qu'elle reste neutre, qu'elle gère prudemment ses intérêts économiques. Ce récit est faux. Ce que les grands médias ne vous disent pas, c'est que la Chine n'a pas simplement parlé. Elle a manœuvré simultanément sur 3 plans distincts, avec une précision qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Plan diplomatique, plan militaire, plan juridique. Tout cela en même temps, tout cela calibré depuis 40 jours d'observation froide. La question que vous devriez poser à vos journalistes préférés est la suivante. Qui exactement bénéficie de votre ignorance sur la véritable architecture de puissance que Pékin vient de déployer? Parce que comprendre cet avertissement chinois, c'est comprendre exactement comment l'ordre mondial du XXIe siècle est en train de se reconfigurer sous nos yeux. Laissez-moi commencer par la donnée la plus dévastatrice, celle qui devrait faire la une de tous les journaux, mais que les médias ignorent parce qu'elle détruit le récit d'une Amérique encore hégémonique et incontestée. Environ 21% des flux commerciaux maritimes mondiaux transitent par le détroit de Taïwan, contre seulement 8% par le détroit d'Ormuz. Ça veut dire que pendant que l'Amérique concentre toutes ses ressources militaires dans le golfe Persique pour contrôler 8% du commerce maritime mondial, la Chine vient de démontrer qu'elle dispose d'un levier structurellement 2,5 fois plus puissant, que personne ne surveille et qu'elle est en train de consolider. Voici les chiffres que la narration officielle efface. La Chine achète 90% du pétrole brut transporté par voie maritime depuis l'Iran. Elle opère la flotte fantôme qui constitue l'essentiel de l'infrastructure économique iranienne. Taïwan produit plus de 90% des semi-conducteurs avancés dont le monde entier dépend pour l'intelligence artificielle, les smartphones, les systèmes de défense, chaque produit technologique complexe sur Terre. Les exercices navals de l'APL à l'est du détroit de Luçon se sont déroulés exactement pendant la fenêtre des exercices Balikatan 2026, du 20 avril au 8 mai, qui réunissaient pour la première fois le Japon, les États-Unis, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la France. Et le groupe naval chinois déployé comportait un destroyer de type 0,55, l'un des bâtiments de combat de surface plus performants au monde, accompagné d'un destroyer type 0,52D, d'une frégate type 0,54A et d'un navire ravitailleur. D'un côté, 90% des puces avancées mondiales sous contrôle potentiel chinois. De l'autre, une armée américaine dont 100% de l'attention est absorbée par un détroit qui représente 8% du commerce mondial. Ce n'est pas la première fois qu'une puissance dominante laisse un compétiteur exploiter une distraction stratégique majeure. En 1956, pendant la crise de Suez, l'Union soviétique a écrasé la rébellion hongroise pendant que l'Occident regardait ailleurs. En 2014, pendant que l'attention mondiale était fixée sur la Crimée, la Russie consolidait discrètement ses positions dans le Donbass. En 2026, pendant que l'Amérique gère le détroit d'Ormuz depuis 65 jours, la Chine a bloqué Scarborough Shoal en mer de Chine méridionale, avancé ses positions dans le Pacifique occidental et restructuré son architecture. Diplomatique avec l'Iran, le monde arabe et le Sud global. Et pourtant, personne ne tire la leçon. Imaginez que vous êtes propriétaire de 2 robinets qui alimentent la maison de votre voisin. Un petit robinet qui fournit l'eau pour la cuisine et un grand robinet qui alimente l'électricité, le chauffage et les appareils électroniques. Votre voisin décide de vous couper le petit robinet de cuisine.
Pendant qu'il installe son nouveau système de coupure, il tourne le dos au grand robinet. Vous ne dites rien, vous observez. Vous calculez exactement combien de temps il faudra pour que votre voisin réalise lequel des deux robinets vous avez discrètement commencé à contrôler. C'est exactement ce que vient de faire la Chine pendant les 65 jours de la guerre iranienne. Voici les données plus profondes qui montrent que le problème est structurel, pas conjoncturel. La Chine a opposé son veto à la résolution Bahreïni du 7 avril avec un minimum de commentaires publics. Elle a parallèlement appelé l'Iran à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, tout en défendant sa souveraineté. Elle se positionne ainsi simultanément des deux côtés de l'équation d'Ormuz, ce qu'aucun autre acteur externe ne peut répliquer. Et depuis juin 2022, la Chine fait progressivement évoluer sa revendication sur le détroit de Taïwan, passant des eaux intérieures à la mer territoriale, à la zone contiguë, à la zone économique exclusive. Les gens qui ont conçu cette situation ne sont pas stupides. Ils savent exactement ce qu'ils font. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ces analyses arrivent chaque jour sur un conflit qui change toutes les heures. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Voici le coup de grâce, le véritable révélateur de toute cette situation. Le blocus naval américain du détroit d'Ormuz, fondé sur l'article 38 de la Convention de Montego Bay, qui garantit le droit de passage dans les détroits internationaux, vient de créer le précédent juridique le plus puissant que la Chine n'ait jamais eu pour revendiquer le détroit de Taïwan comme voie navigable non internationale. Le professeur Thayer Carlyle, professeur émérite à l'Académie de défense australienne, l'a dit mot pour mot au magazine Time le 15 avril. Le blocus américain d'Ormuz crée un précédent permettant à la Chine de soutenir que le détroit de Taïwan n'est pas une voie maritime internationale. L'Amérique vient de construire de ses propres mains l'argument juridique dont la Chine avait besoin depuis des années pour légitimer un éventuel contrôle du détroit par lequel transitent 21% des flux commerciaux mondiaux. Mais ce n'est pas encore le pire. Il existe un second mécanisme qui garantit l'échec américain même si le problème juridique était corrigé demain. La Chine n'a pas eu besoin de tirer un seul coup de feu. Elle a regardé l'Amérique se battre sans gagner pendant 65 jours. Elle a regardé les alliés américains refuser de rejoindre la coalition. Elle a regardé la crédibilité diplomatique américaine s'éroder semaine après semaine. Et pendant ce temps, Pékin a renforcé son infrastructure énergétique alternative avec l'Iran, avancé sa posture militaire dans le Pacifique occidental, consolidé ses arguments juridiques sur Taïwan et transformé 65 jours de difficultés stratégiques américaines en capital de négociation pour le sommet du 14 mai. L'Amérique se bat sans gagner. La Chine gagne sans se battre. Et cette asymétrie structurelle ne disparaît pas avec un accord diplomatique. Voici comment cette asymétrie se traduit concrètement sur le terrain. Premier exemple. Pendant que l'armée américaine concentre ses groupes opérationnels dans le golfe Persique, l'APL déploie son groupe de surface à l'est du détroit de Luçon, exactement là où les exercices Balikatan 2026 mobilisent 7 nations. L'Amérique se bat sans gagner. La Chine gagne sans se battre. Deuxième exemple. La Chine bloque Scarborough Shoal au moment précis où la capacité de réaction américaine est au maximum de sa concentration dans le Golfe. Des sources chinoises confirment à plusieurs journalistes que la guerre en Iran représente une opportunité d'avancer les positions chinoises dans l'Indo-Pacifique, exactement au moment où la capacité de réaction américaine est la plus contrainte. Troisième exemple. Wang Yi appelle Abbas Araghchi pour l'exhorter à garantir la liberté de navigation dans Ormuz, tout en défendant la souveraineté iranienne. Pékin se positionne simultanément comme allié de Téhéran et comme garant de la stabilité commerciale mondiale. L'Amérique se bat sans gagner, la Chine gagne sans se battre. Quatrième exemple. Trump déclare aux journalistes à la Maison-Blanche que Xi Jinping souhaite la fin de la guerre. C'est exact.
Mais il omet le détail essentiel. La Chine veut que la guerre se termine selon des conditions qui reflètent la nouvelle réalité stratégique que ces 65 jours ont produite, pas selon des conditions qui restaurent l'ordre américain d'avant-guerre. 5e exemple, la mise à jour de l'AEI sur la Chine et Taïwan du 1er mai 2026 documente une stratégie multifacette où le soutien militaire clandestin à l'Iran, les manœuvres vers Taïwan et les démarches diplomatiques dans l'Indo-Pacifique sont simultanées, coordonnées, non improvisées. Ce n'est pas une réaction, c'est l'exécution d'un plan préparé dont les composants étaient prêts et dont le déclenchement attendait les conditions spécifiques que la guerre iranienne a produites. Une salle à Pékin, le 14 avril, quelques heures après l'annonce du blocus naval américain. Un conseiller pose un document sur la table devant le ministre des Affaires étrangères. Les 40 jours sont terminés. Ils ont obtenu ce dont nous avions besoin. Leurs alliés ont refusé de les rejoindre. L'Europe a dit non. Le Japon a dit non. La Corée s'est tue. Le blocus est là. Le précédent juridique est là. Nous pouvons parler maintenant. Le ministre regarde le document un instant, puis lève les yeux. Pas seulement parler. Nous pouvons commencer à construire ce qui vient après. Il reprend le document. La dernière note, en bas de page, indique la date du 14 mai. Il sourit légèrement. Exactement comme prévu. Washington, la même semaine. Une salle de situation. Un conseiller senior prend la parole devant plusieurs membres de l'administration. « Monsieur le Président, nous devons comprendre ce que le déploiement naval à l'est de Luçon signifie réellement. Ce n'est pas une provocation, c'est un signal. Pendant que nos groupes opérationnels regardent Hormuz, ils regardent Taïwan. Nos ressources sont concentrées dans le Golfe. Les leurs sont libres dans le Pacifique. Si nous allons au sommet du 14 mai dans cette position, nous n'allons pas négocier. Nous allons gérer les conditions qu'ils ont définies. » Un silence tombe dans la salle. Quelqu'un dit à voix basse, presque pour lui-même, « Nous nous battons. Et nous ne gagnons pas. » Quelque part dans le détroit de Luçon, à bord d'un cargo battant pavillon de complaisance. 2 marins regardent passer au loin la silhouette d'un destroyer type 055. Tu crois qu'ils vont se tirer dessus un jour, les Américains et les Chinois? L'autre hausse les épaules. Les Américains se tirent dessus en Iran depuis 2 mois. Les Chinois, eux, ils bougent leurs bateaux. C'est pareil, non? Non. C'est exactement l'inverse. Ceux qui tirent dépensent. Ceux qui bougent investissent. Le destroyer disparaît à l'horizon. Les moteurs du cargo continuent leur vibration sourde. La mer reste indifférente. Voici ce que cette séquence révèle sur le fonctionnement réel du pouvoir au XXIe siècle. La puissance ne se mesure plus seulement en porte-avions et en ogives nucléaires. Elle se mesure dans la capacité à occuper plusieurs espaces simultanément, diplomatiques, militaires, juridiques, économiques, sans que l'adversaire puisse identifier lequel surveiller en priorité. La Chine a regardé l'Amérique s'enfermer dans une logique de coercition directe, concentrer ses ressources sur un théâtre unique, aliéner ses alliés, fournir des précédents juridiques à ses compétiteurs et épuiser sa crédibilité stratégique en 65 jours sans résultat déclaré. Et Pékin a répondu non pas par une confrontation, mais par un positionnement. La loi de la jungle que Xi Jinping a nommée n'est pas une critique rhétorique. C'est la description d'un modèle de puissance que le reste du monde reconnaît comme le sien propre depuis des décennies, et à laquelle la Chine propose une alternative de structure. Ce n'est pas seulement la leçon de ce conflit, c'est la leçon que d'autres acteurs, dans d'autres contextes, appliquent simultanément. Et voici le chiffre que j'ai gardé pour la fin. En 1972, quand Nixon est allé à Pékin, le PIB américain représentait approximativement 18 fois celui de la Chine. En 2026, à parité de pouvoir d'achat, les deux économies sont à quasi-égalité. Ce chiffre est le résumé de tout ce que vous venez d'entendre. Dans 2 ans, si le sommet du 14 mai ne produit qu'un accord de façade, les tensions en mer de Chine méridionale auront atteint un seuil que les mécanismes de désescalade actuels ne pourront plus absorber. Dans 5 ans, si le précédent juridique d'Hormuz n'est pas contesté, la Chine disposera d'un arsenal d'arguments pour revendiquer le détroit de Taïwan devant les tribunaux internationaux
que l'Amérique elle-même aura contribué à forger. Dans 10 ans, le monde qui achète ses semi-conducteurs, son énergie et ses infrastructures selon les conditions que Pékin aura négociées lors des crises de cette décennie, ressemblera très peu au monde que Washington pensait gouverner en 2001. Et la question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Si l'Amérique se bat sans gagner et que la Chine gagne sans se battre depuis 65 jours, que se passe-t-il dans la salle du 14 mai quand les deux présidents s'assoient face à face? Et qui, exactement, a quelque chose à concéder? Le XXIe siècle ne se gagne pas avec des blocus navals et des déclarations de victoire sans lendemain. Il se gagne avec la patience de 40 jours de silence, la précision d'un déploiement simultané sur 3 théâtres et la capacité à nommer exactement ce que le monde entier ressentait sans pouvoir l'articuler. Xi Jinping a dit 5 mots. Ces 5 mots ont positionné la Chine comme l'interlocuteur incontournable de l'ordre mondial que la guerre iranienne vient de fracturer, et ce positionnement était exactement calculé depuis le premier jour. L'urgence n'est pas de savoir qui gagne cette bataille. L'urgence est de comprendre que la bataille que tout le monde regarde n'est peut-être pas celle qui décide de tout.